Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. On va peut-être commencer par se présenter pour, vous parler de la modernisation d'applications, assistées par Generative AI. Donc je vais commencer, je suis Nicolas Laurent, je suis, software engineer et manager chez Octo Technologies et depuis, plusieurs mois avec, mon acolyte, Jérémy Klein ici présent, je travaille sur des projets de modernisation d'applications pour nos clients et je passe la parole à Jérémy. On t'entend pas, Jérémy, t'es muté, je pense. Je disais bonjour à tous et merci d'être là. Je suis aussi consultant chez Octo Technologies. Je suis développeur depuis une vingtaine d'années et architecte depuis une dizaine d'années. Voilà. Et je travaille en effet avec Nico sur la GenAI depuis quelques temps pour nos clients. En termes d'agenda, on n'a pas fait vraiment d'innovation, on reste assez classique. On va vous présenter un peu d'abord pour commencer les contextes en jeu. Pourquoi vous devriez utiliser GenAI, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Ensuite, on va passer sur des règles. Donc, c'est des règles qu'on a nous-mêmes eu l'occasion de mettre en place chez nos clients ou lors de notre R&D. Et aussi des règles d'autres sociétés extérieurs qui ont fait comme nous. Ensuite, on vous parlera de nos apprentissages, ce qu'on a pu apprendre en fait sur le terrain au travers de nos expérimentations ou chez nos clients, histoire que vous repartiez un peu avec des key information. Ensuite, on vous propose des next steps. Donc, qu'est-ce que vous pourrez faire aussi avec la GenAI, comment vous lancer si vous n'avez jamais fait ça. Et on terminera par une petite séance de questions-réponses. Voilà. Si vous avez des questions, d'ailleurs, j'en profite. Il y a un onglet questions en bas à droite. Je ne sais pas si vous le voyez. N'hésitez pas à poser des questions dans cet onglet-là plutôt que dans le chat. Ce sera plus facile pour nous pour y répondre à la fin. Donc, pourquoi la GenAI? Pourquoi maintenant? Et pourquoi utiliser la GenAI aujourd'hui? Un sondage qui a été publié récemment précise que le budget des DSI aujourd'hui est majoritairement dédié au run plutôt qu'au build. Donc en gros, les DSI passent plus de budget à maintenir quelque chose d'existant plutôt qu'à construire de nouveaux services ou à innover pour leur entreprise. Ceci peut s'expliquer de plusieurs raisons en fait. Cette importance de coût de run versus de build, on en a identifié trois qui sont un peu corrélés avec la GenAI. Le premier, c'est une maîtrise des applications qui est assez hétérogène. La doc est peu exploitable. La plupart du temps, on a encore les équipes projet pendant 1 ou 2 ans. Au bout de 5 ans, déjà, il ne reste plus qu'une ou deux personnes. Et au bout de 10 ans, généralement, on n'a plus personne disponible dans les équipes. Et donc, de conserver cette connaissance ou de la récupérer est un enjeu majeur pour les entreprises pour réduire le coût de run des applications. Un deuxième enjeu, enfin, une deuxième explication peut être le coût des modernisations ou des migrations qui sont souvent très importants. Ça coûte vraiment cher de refaire du logiciel. Entre toutes les étapes de conception, de build et de livraison, sans compter la transition, ça coûte vraiment beaucoup d'argent et généralement on n'apporte pas plus de services quand on modernise juste une application de manière ISO. Le troisième, c'est qu'on est dans un contexte économique assez tendu. Il y a une pression de plus en plus forte pour pouvoir baisser les coûts et la plupart des entreprises veulent faire plus avec moins d'argent. Et donc ça nous amène tout naturellement à la GenAI, où aujourd'hui on est dans un contexte où on a des modèles qui sont vraiment de plus en plus performants et surtout de plus en plus accessibles aux communs des mortels, j'ai envie de dire. Avant, c'était souvent les modèles d'IA étaient des affaires de spécialistes. Aujourd'hui, on a des modèles que vous connaissez, j'imagine, très certainement, qui sont voilà, de plus en plus guidables et de plus en plus pertinents. Et donc, on est en capacité aujourd'hui de faire des équipes. On n'est pas en train de dire que l'IA va tout faire, mais d'un autre côté, l'humain n'est plus seul pour tout faire. Et donc, on est à un moment où justement cette modernisation est plutôt favorable, je dirais, à l'utilisation, à l'expérimentation de l'utilisation de ces modèles pilotés pilotés par les humains. Donc, on a identifié, il y a quand même quelques challenges pour moderniser son SI et des applications legacy. On va vous en présenter 3 qui nous semblent être probablement les plus importants. Le premier, c'est la notion de fenêtre de contexte. J'imagine que vous l'avez tous en tête. Aujourd'hui, ces LLM, ces IA génératives, elles ont une capacité limitée à la fois à prendre de l'information et à restituer de l'information. Or, quand on parle d'application, on a souvent affaire à des dizaines, des centaines, voire même dans les cas les plus importants, des millions, voire des dizaines de millions de lignes de code, plus de la documentation, plus plein d'autres assets. Et donc,
aujourd'hui, c'est une vraie complexité d'arriver à donner quelque part une bonne vision de l'ensemble de son SI ou de l'ensemble de son application à un LLM parce que il est limité et donc il ne sera pas capable de tout prendre d'un coup. Donc il y a ce sujet-là qu'il faut arriver à craquer. Le deuxième, c'est la validation. Vous avez certainement tous entendu parler de la problématique de l'hallucination. Donc les LLM, quand on leur donne quelque chose, parfois, ce n'est pas déterministe, parfois ils nous font une réponse qui est soit complètement à côté de la plaque, soit juste un peu à côté de la plaque. Et il y a différents niveaux entre ces différentes hallucinations. Mais c'est très compliqué de valider qu'il y a une hallucination ou pas, d'autant que ces LLM nous donnent de plus en plus l'impression d'être pertinents et sont de plus en plus pertinents. Et donc, c'est encore plus difficile d'identifier quand, à un moment, parmi 50 réponses, il y en a une qui n'est pas bonne. Donc voilà, la validation est un vrai enjeu. Et le troisième, c'est avec quels outils, avec quels modèles. On est dans un environnement qui évolue très vite. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un nouveau modèle, un nouvel outil, quelqu'un qui a une nouvelle façon de faire. Bref, c'est un domaine qui est en évolution constante. Et ce qui était vrai il y a 6 mois n'est plus vrai aujourd'hui. Ce qui était vrai il y a 3 mois n'est plus vrai aujourd'hui. Et donc, il faut en permanence se maintenir à jour et il n'y a pas de baguette magique. Donc, voilà, ces 3 éléments-là, des éléments compliqués. Ensuite, on va vous partager quelques rex pour vous montrer aujourd'hui ce que nous ou ce que d'autres sociétés ont pu obtenir aujourd'hui en termes de résultats de modernisation par IA. Donc, on a Airbnb, on a Thoughtworks, et puis nous, avec la société Dataiku, on a fait aussi des choses intéressantes. Alors, avant de rentrer directement dans ces rex, qu'est-ce que ça veut dire la modernisation par IA ? En fait, il y a plein de réalités différentes. Nous, on en a noté 3 jusque-là. D'abord, c'est la capacité à savoir ce que fait un système. Il y a beaucoup de DSI dans lesquels il y a des applications qui sont, comme l'a dit Jérémy, juste plus connues ou très peu connues. Et donc, la première chose qu'on veut faire, c'est savoir ce qu'elle fait. Rétro-ingénierer, comment elle fonctionne, c'est quoi ses dépendances externes, qu'est-ce qu'elle fait concrètement. Donc, c'est déjà un premier sujet de maîtrise de son patrimoine. La deuxième option, c'est je vais migrer du code. Et je suis développeur, je vais migrer du code en m'aidant de l'IA. Et la troisième option, c'est la migration de code automatique. Donc, j'ai toute une base de code et je vais transformer toute cette base de code en une autre technologie. Voilà, donc trois grandes familles aujourd'hui de modernisation par IA. Et on va commencer avec un premier axe qui est de la société Thoughtworks. Donc, Thoughtworks, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est la société de Martin Fowler. C'est une société que nous, on suit beaucoup chez Octo. Et ils communiquent également depuis plusieurs mois sur le sujet. Et notamment, eux, ils ont communiqué sur un Rex plutôt dans la catégorie de rétro-engineering. Donc, ils travaillent chez un client. Ils font du rétro-engineering de code COBOL. Le périmètre qu'ils décrivent sur leur article, dont vous voyez l'URL qui est indiqué en dessous, vous l'aurez plus tard, c'est un patrimoine de plus de 1500 modules qui font chacun 10 000 lignes de code. Et ils sont dans une logique de comprendre ce que fait chacun de ces modules. Et eux, leur constat, c'est que rétro-ingénierer un module, c'est 6 semaines de travail. Donc, ils ont mis en place, avec l'accord de leurs clients, une solution sur la base d'un analyseur de code qui va qui va combiner la puissance de ce qu'on appelle les AST. Donc, les AST, c'est une technologie assez déterministe qui existe depuis longtemps, qui consiste à décrire en fait un arbre d'appel de tous ses composants, pour faire très simple, et l'associer à un LLM pour comprendre cet arbre et comprendre ce que font les différents modules. Tout ça pour générer un arbre de ce qu'ils appellent un knowledge graph, un graphe de savoir, qui est ensuite, lui, accessible par un expert métier, par un expert de toute catégorie via un RAG. Donc, un expert peut poser des questions en fait à ce graphe de savoir, ce qui leur permet de rétro-ingénierer plus vite. Et donc, les chiffres qu'ils donnent, c'est qu'avec cette solution-là, ils sont capables de passer à 2 semaines de rétro-engineering. Donc, ils ont divisé quasiment par 3 leur temps de traitement. Et ils sont également, on l'a pas dit ici, mais ils ont également la possibilité de se passer, ou en tout cas d'être un peu moins dépendant d'experts, parce que les experts COBOL, c'est pas forcément évident à trouver. Et donc, de d'étendre un petit peu la capacité de ces experts-là à aller sur d'autres sujets en même temps.
Donc voilà pour Thoughtworks, un premier axe plutôt intéressant. Et je te passe la parole, Jérémy. Merci Nico. Le deuxième Rex qu'on vous propose, c'est un Rex auto-technologie. Donc on a un client qui est venu nous voir parce qu'il avait une problématique sur une code base assez ancienne, avec un framework maison, et il souhaitait le faire évoluer avec des technologies un peu plus modernes, une rénovation, en profiter pour sortir le framework maison et passer sur le framework un peu plus standard. Et donc il est venu nous voir avec sa code base en nous demandant de lui mettre en place un plan de migration et d'estimer aussi au passage le temps nécessaire pour faire la migration de l'application. Donc, en termes d'application, c'est une application qu'on estime un peu complexe. Alors, il y a 200 000 lignes de code. C'est pas forcément énorme, mais ça commence à faire. Il y a une base de données avec 70 tables, donc avec un modèle référentiel de manière assez classique. 140 procédures stockées, donc un peu de métier dans la base de données, des choses qu'on n'aime pas trop voir aujourd'hui, et une centaine d'écrans, on va dire, à migrer. Au passage, il voulait mettre en place de l'accessibilité sur ces écrans parce que c'est un enjeu pour lui. En termes de démarche, ce qu'on a mis en place, donc on a commencé par utiliser un outil qu'on avait développé lors de notre R&D avec Nicolas et d'autres Octo pour automatiser et dégrossir, on va dire, pour comprendre ce que faisait l'application, quelles étaient les grosses fonctionnalités, quels sont les stacks technologiques, quels sont les grands principes mis en place au sein de l'application en termes d'architecture, et d'avoir une vision un peu high level, une vision vue d'avion de l'application. Une fois que cette big picture, on a pu l'analyser, on est passé un peu plus dans le détail. Et donc là, on est passé sur une analyse un peu plus manuelle avec des outils intégrés dans les IDE sur lesquels on pouvait interagir avec le code, poser des questions, lui demander des précisions ou de nous construire, on va dire, une démarche et de nous accompagner dans la construction d'une démarche de rénovation. Et comme le disait Nico, les LLM, ça hallucine un peu. On a quand même des enjeux de vérification. On ne veut pas non plus, c'est un client qui va nous voir, donc un engagement derrière en termes de budget, en termes de démarche. Et donc, pour s'assurer que le plan et que les retours du LLM sont bons, on a vérifié de manière par carottage. On a vérifié des points qui nous paraissaient un peu saillants ou qui nous paraissaient vraiment étranges. Il y a eu quelques hallucinations un peu dans l'histoire quand même. Donc, on a bien fait de faire ce carottage. Ça nous a permis de réajuster le plan et de réajuster un peu la stratégie et la direction. En termes d'apprentissage, donc on a fait évoluer notre application et donc on a été capable de rétro-ingénierer l'ensemble de l'application, de mettre en place un plan de migration accompagné par l'IA, parce qu'il n'y avait pas de documentation évidemment fournie, on n'avait que une code base, et de faire une estimation grosse maille en taille de t-shirt de l'effort nécessaire pour la migrer. Et donc la petite stratégie qu'on voit à droite, donc on est toujours parti de l'arbre de fichiers qu'on a fourni à l'LM. Donc, lui a demandé de déterminer une stratégie d'analyse qu'on a challengée, qu'on a fait évoluer avec lui. Et cette stratégie s'appuyait sur 2 piliers. Donc, il y avait la partie fonctionnelle, les use cases, les workflows, les règles de gestion, et la partie technique, l'architecture, les dépendances, les API autour, tout le contexte de l'application. Et donc, on a fourni ça au LLM en tant que contexte, avec des fichiers en plus du code applicatif. Il nous a demandé de nous faire une synthèse et une rédaction sous forme de Markdown pour être capable de le restituer après au client. Et donc, ça nous a permis vraiment d'atteindre le résultat attendu par le client. Alors, le Rex d'après, qui est un peu différent. Donc là, on est sur un Rex d'Airbnb qui, eux, ont fait de la migration de code automatique. Donc voilà, les 2 premiers, c'était plutôt du rétro-engineering. Là, on est sur de la migration de code en masse. Et leur contexte, c'était, ils avaient une stack technique qui évoluait. Il y avait 3500 composants de test à migrer pour aller vers la nouvelle stack technologique. Et eux, ils estimaient leur délai à peu près de 18 mois. Donc, s'ils n'étaient pas du tout équipés par IA. Et donc, ils avaient déjà fait des tests en interne de migration de code automatique assisté par IA. Donc, ils ont enrichi cette première expérience en créant un pipeline de traduction automatique que vous voyez un peu à droite là. Je vous laisserai lire l'article, hein, je ne vais pas tout détailler, mais ils sont passés dans un certain nombre d'étapes. Est-ce que je dois migrer ce composant ou pas? Oui, non. Une fois que je l'ai migré, est-ce que les tests passent? Une fois que je l'ai migré, est-ce que le linter passe, etc., etc. Et ils ont mis en place aussi un mécanisme de boucle de tests et d'amélioration itératif. C'est-à-dire que quand ils faisaient un test, si ça ne marchait pas, ils faisaient un deuxième test d'enrichissement de manière automatisée. Si ça ne marchait pas, etc., jusqu'à, je crois, 5 boucles. Et ils ont mis en place ça avec une démarche d'ingénierie test and learn. C'est-à-dire qu'ils ont commencé
Ils ont eu un premier résultat, ils ont enrichi leur prompt engineering, ils ont un deuxième résultat, etc., etc. Et leur résultat fut qu'ils ont réussi à tout migrer en 6 semaines, donc à comparer aux 18 mois initiaux. Et ils détaillent un peu plus. Ils ont eu une première version du pipeline. Alors, ils disent pas exactement en combien de temps, mais c'est en dessous de ces 6 semaines, qui leur a permis de migrer 75% de leur code. Ensuite, ils ont amélioré justement leur prompt engineering. Ils sont passés de 75 à 97% de migration. Et là, à 97%, ils ont considéré qu'ils étaient vraiment arrivés au taquet de ce qu'ils pouvaient améliorer. Et donc, ils ont fini les 3% restants à la main. Donc, démarche plutôt intéressante, démarche d'ingénierie vraiment logicielle et des résultats plutôt pertinents pour voilà, un temps, j'allais dire, divisé par... Enfin, je ne sais même pas diviser 18 mois par 6 semaines, mais voilà, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Et je te repasse la parole, Jérémy, pour le slide d'après. Merci, Nico. Donc, le slide d'après, ça concerne... c'est pas une application qu'on a eu faire, c'est plutôt une catégorie de migration qu'on a eu l'occasion de faire pour plusieurs clients. En gros, les clients viennent nous voir avec des problématiques qui sont généralement assez reproductibles. On a une petite code base, 50 000 lignes de code. C'est du code Java ancien, avec soit de l'API, soit du Java client lourd, des technologies Java 8, Java 10, Java 11. On aimerait bien passer sur le Java un peu plus moderne, du Java 23. Il y a des librairies qui sont plus maintenues. Donc, on aimerait bien en profiter pour migrer d'une librairie à une autre, une technologie à une autre. Des fois, il y a des versions de Java les plus modernes qui ne sont pas compatibles avec les clients lourds, tels qu'on le faisait avec Java 8, Java FX, ce genre de choses-là. Et donc, certains clients viennent nous voir avec ces problématiques-là. Et nous, on leur répond avec potentiellement, s'ils sont d'accord, hein, évidemment, l'utilisation d'assistants de code et de LLM de dernière génération pour être capable de répondre à leurs problématiques. Grosso modo, on intègre l'application, le code dans notre IDE et on commence par faire une analyse avec quelqu'un plutôt senior chez nous qui challenge le LLM sur les plans et sur la manière de faire la migration. Et on y va de manière itérative, c'est-à-dire qu'on va d'abord prendre une des problématiques qui nous est amenée par le client, par exemple, la librairie est dépassée, elle est plus maintenue, on aimerait bien avoir une librairie plutôt moderne, par contre, il y a des impacts sur toute l'application. Et donc, à ce moment-là, on va travailler sur cette partie-là d'abord, pour la migrer et les faire évoluer vers la nouvelle version de la librairie, avant de passer au sujet suivant. Je dis que la seniorité est importante parce qu'en fait, le LLM, des fois, il nous propose des solutions qui ne sont pas forcément adaptées. Il va un peu trop loin, il ne va pas assez loin, ou alors il change des choses qui ne sont pas nécessaires. Et donc, pour ça, il faut être capable de prendre un peu de recul, de faire un petit step back et de se dire, OK, est-ce que le plan est bon? Est-ce que c'est comme ça que je vais le faire? Est-ce que c'est comme ça si je le ferai à la main? Et c'est pour ça qu'on parle plutôt de copilote que de pilote, parce que c'est quand même l'humain, avec notre expérience et notre savoir-faire, qui sommes capables de juger est-ce que la trajectoire est bonne ou est-ce qu'on part dans le mur. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, on teste manuellement l'application avant, on teste après pour s'assurer qu'il n'y ait pas de régression, pour s'assurer que les comportements sont toujours les mêmes. Et généralement, on en profite aussi pour faire générer par le LLM des tests automatiques pour être capable d'automatiser et d'améliorer un peu la qualité du code. Dans la plupart des cas qui nous sont présentés par nos clients, les migrations se passent plutôt bien. Alors, le gain estimé est assez variable en fonction de ce qu'il y a à faire, mais on estime qu'on gagne 60% du temps par rapport à ce qu'on aurait pu faire si on l'avait fait de manière manuelle. Donc, c'est des accélérateurs pour certaines tâches, et par contre, pour toute la partie planification, c'est vraiment du travail conjoint. Ok, et le dernier Rex dont on voulait vous parler, c'est encore un Rex Octo. Encore une fois, de la migration de code automatique. Pour un use case assez spécifique. Donc, ça fait quelques années qu'on a des clients qui sortent de la solution SaaS. Vous savez, SaaS, c'est la solution de BI, le data warehouse qui permet de faire des statistiques. Donc, on a pas mal de clients qui sortent de cette solution, généralement pour aller vers des scripts Python ou pour alimenter d'autres plateformes. Donc, par exemple, nous, on travaille avec la société Dataiku pour être capable de faire des exports, en fait, des transformations de code SaaS en Python qui ensuite va être injecté dans Dataiku. Et donc, pour faire ça, on a mis en place un peu comme Airbnb, un pipeline un peu complet d'analyse, de transformation, de tests et de déploiement de scripts. Et tout ça de manière automatique, avec aussi cette capacité pour que les gens qui pilotent cet outil soient capables de voir ce qui s'est passé, avec cette capacité d'avoir le fil de pensée également de l'ensemble de la traduction.
pour s'assurer, si jamais on doit essayer de comprendre ce qui s'est passé, si jamais il y a un bug, comprendre ce qui s'est passé et pouvoir éventuellement influer sur le LLM pour refaire une génération un peu différente. Et grâce à ça, nous, on estime qu'on gagne de 40 à 50% de temps sur vraiment l'activité de traduction du code. Donc, j'ai un script SAS, je le transforme en script Python, je vais gagner 50% sur cette activité-là. Il y a beaucoup d'ingénierie autour, mais par contre, vraiment sur l'activité industrielle de transformation du code, on gagne à peu près ce temps-là. Et ça a eu un autre effet très bénéfique, c'est que ça nous a permis aussi de normaliser les pratiques de réécriture et de qualité du code. C'est-à-dire qu'on part de scripts qui sont souvent assez hétérogènes en termes de standards, parce que vous savez, dans SAS, c'est des métiers, c'est des techniciens, enfin voilà, chacun fait un peu son script à sa sauce. Et à l'inverse, quand ça arrive du coup en Python ou dans Dataiku, ça a pris les standards qu'on lui a demandé de prendre. Donc voilà, un autre cas de traduction automatique plutôt pertinent. Donc voilà pour les Rex. Maintenant, on voulait passer aux apprentissages. Aux apprentissages. Donc, on a fait différents types d'apprentissages. C'est les principaux. C'est ceux que, si vous devez partir avec quelque chose, c'est plutôt avec ça que vous partez en tête sur comment réussir sa transformation avec de la GenAI. Le premier concerne le ROI. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, on a constaté à chaque fois un gain sur le ROI. C'est-à-dire que l'investissement initial était pertinent. On a gagné du temps, on a gagné de la qualité en utilisant de la GenAI. C'est un peu difficile à quantifier. Ça dépend vraiment des projets. Ça dépend d'XP des membres de l'équipe, l'expérience. Plus ou moins expérimenté. Avec un peu plus d'expérience, les gains seront peut-être un peu mieux, un peu plus palpables. Et de l'outillage utilisé. L'outillage est vraiment important. Dans tous les cas, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. C'est le coût d'init pour mettre en place les fondations, mettre en place une pipeline, mettre en place un logiciel qui permet d'automatiser les choses. Ça prend un peu de temps d'ingénierie. Et il y a du coût de LLM, du coût d'utilisation de tokens ou d'abonnement en fonction de ce que vous utilisez. Mais dans la globalité, à la fin, généralement, on s'y retrouve. Le deuxième apprentissage qu'on vous propose exactement, c'est d'utiliser le bon outillage. On ne va pas utiliser un marteau pour scier une planche, on va se tromper. On ne va pas réussir à le faire de manière efficace. Donc, ce qu'on vous recommande en termes de modèles, c'est vraiment de s'appuyer sur les modèles mainstream du marché, les Google Anthropic, les Claude Sonnet d'Anthropic, les Gemini 2.5 de Google. C'est des très très bons modèles. Et aller prendre les modèles un peu open source sur le côté, de notre expérience, la qualité des résultats produits est beaucoup moins bonne. Après, en termes d'hébergement, soit vous le prenez en SaaS, mais alors à ce moment-là, il y a un risque potentiellement que les modèles soient hébergés aux États-Unis. Ça dépend vraiment de vos critères. Est-ce que vous avez besoin de souveraineté sur la manière dont sont traitées vos données, ou sinon vous pouvez les exploiter sur AWS, GCP ou Azure, sur des tenantes en Europe que vous maîtrisez ou qui sont dans votre contrat. En termes d'outillage pur de développement, notre recommandation est d'utiliser principalement deux outils qu'on a pu exploiter de manière régulière. Le premier, c'est Cursor. Donc Cursor propose un abonnement, on va dire, au mois à 20 euros ou 25 euros, je crois, par mois. Et il propose en plus le LLM intégré, donc un certain nombre d'appels par mois avec un renouvellement tous les mois pour 20 ou 25 $. Donc le prix est un package complet, donc c'est un IDE qui intègre directement le LLM. Je pense que vous connaissez Cursor, on en entend beaucoup parler en ce moment. Le deuxième, c'est un plugin VS Code qui s'appelle Climb. Je suis pas sûr de la prononciation, pour être tout à fait honnête. Et donc, c'est un plugin open source qui s'intègre dans votre VS Code et qui vous permet de choisir le LLM que vous utilisez. Donc, eux, ils proposent un LLM, mais vous pouvez vous brancher sur un tenant AWS, sur du Bedrock AWS, sur GCP ou sur Azure. Vous pouvez vous brancher sur les modèles OpenAI, sur des API OpenAI compatibles, sur OpenAI. Et donc, vous choisissez vraiment le modèle que vous voulez utiliser derrière. Et après, en termes d'outillage, il ne faut pas négliger non plus le fait de produire du code custom. On l'a vu, la plupart Airbnb, nous au travers du CT, Octo au travers du CT, a produit du pipeline et du code custom pour arriver à leurs besoins. Ça s'appuie sur des LLM derrière. Par contre, on a conçu des outils vraiment adaptés et pas des outils génériques, des outils spécialisés dans la tâche qu'on voulait leur faire faire. Et le prompton générique, pareil, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. La qualité du prompt est très importante pour la qualité du résultat. Un prompt très basique va produire un résultat basique, on le verra tout à l'heure. Un très bon prompt produira théoriquement un bon résultat. C'est variable, mais ça aide un peu.
Le troisième recommandation qu'on vous fait, c'est de ne pas négliger les autres sources de données que vous avez au sein de votre entreprise. Nous, des fois, on n'a que la codebase, et à ce moment-là, on n'utilise que la codebase, mais vous pouvez aussi avoir des documents Word, des PowerPoint, des fichiers Excel, tout ce qui est documents, par exemple Microsoft. Et il y a des outils qui existent, par exemple Markdown, qui permettent de convertir ces documents au format de texte pour pouvoir les intégrer dans le contexte de votre LLM, de vos appels. Et ça va lui donner du contexte, ça va lui donner de la connaissance sur ce qui se passe autour. Et il n'y aura pas que du code. Et donc, par exemple, pour PDF, il y a des outils qui existent, qui sont basés sur la suite MuPDF, il y a PyMuPDF, il y a des implémentations Java, il y a des implémentations C#, si vous voulez, qui permettent de convertir des PDF en texte. Pour tout ce qui est audio et vidéo, on vous recommande vraiment le Whisper, qui est un outil open source qui permet de retranscrire une bande-son en format texte. Ça comprend pas mal de langages, ça supporte, je crois, une 30 ou 40 langages, avec plus ou moins de qualité suivant les langages. Mais disons, l'anglais, français, espagnol, italien, tout ça, ça se supporte plutôt bien. Ok. Maintenant, l'autre enseignement, c'est que, bon, ça, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà probablement, c'est qu'en fait, l'IA n'est pas autonome. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce petit message là, de Léo sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui disait « Ah, bah regardez, j'y connais rien, j'ai construit quelque chose de zéro, juste à la GenAI. En gros, j'ai fait du vibe coding, c'est génial, allez-y. » Et puis, 2 jours après, même pas, 1 jour après, oui, 2 jours après, il dit je suis attaqué, mon truc marche plus. Bref, là, on est dans le cas typique de quelqu'un qui a construit quelque chose sans y connaître rien et qui, derrière, en a payé les pots cassés. Donc, je pense que voilà, ce genre de cas, c'est probablement déjà répété souvent. Donc, le message que je veux vous faire passer, c'est que il faut vous-même être maître de l'IA. Donc, c'est à vous d'imaginer ou de l'aider à imaginer le plan. C'est à vous de vous assurer que, certes, il code, mais ce qu'il code, c'est bien. C'est à vous de vérifier que les sorties sont bonnes. Et ce mécanisme-là, c'est plutôt un mécanisme itératif qui nous permet d'arriver à un bon résultat. Donc, à vous de piloter l'IA et ne vous faites pas piloter par l'IA parce que c'est quelque chose qui peut arriver très vite, tant les résultats peuvent parfois donner confiance rapidement. Autre sujet, et puis je vais accélérer parce que je crois qu'on commence à dépasser un peu le temps. Il y a un débat souvent sur la qualité. Moi, j'entends souvent des gens qui disent non, mais l'IA, ça génère des trucs pas terribles. Alors, oui, c'est vrai. Ça peut produire des trucs pas terribles, mais ça peut aussi produire de la qualité si on l'oriente dans ce sens-là. Donc, si on le guide correctement. Là, vous voyez un exemple. Hein, j'ai mis un prompt qui lui dit calcule la TVA en Dart. Le prompt, il est extrêmement basique. Et qu'est-ce qui se passe? Il me propose 2 fonctions. Voilà. Donc, est-ce que laquelle est la bonne? J'en sais rien. À l'inverse, si je le guide beaucoup plus, donc en lui disant produis-moi des tests, voilà la fonction que j'attends, voilà la formule que j'attends, je vais avoir ici une fonction et je vais avoir du code de test à côté. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus solide. Là, je vous montre quoi? Je vous montre qu'en fait, l'expertise est nécessaire. Si on n'a pas d'expertise à la fois sur la technologie et aussi un peu sur le prompt, on va faire n'importe quoi à l'IA. Vous aurez ce lien, je ne vais pas aller dessus, mais il vous permet d'aller voir aussi quelques prompts d'inspiration intéressantes pour savoir comment les outils et certains outils du marché font leurs prompts, pour vous montrer que des prompts de qualité, c'est assez compliqué. Enfin, pas compliqué, mais c'est assez... voilà, c'est une opportunité pour faire des bons prompts. Peut-être la conclusion aussi entre Jérémy et moi là, pour ces quelques mois, c'est que concrètement, nous, on a eu des bons résultats. On voit que la communauté a des bons résultats. Et aujourd'hui, on ne reviendrait pas en arrière sur cette activité de modernisation, de se passer de l'IA. On voit qu'on a gagné du temps sur beaucoup d'activités. Certes, il y a un certain nombre de contraintes à vérifier, de s'assurer que les tests sont bons, s'assurer que ce qui est validé, enfin ce qui est produit est valide, mais néanmoins, ça reste un accélérateur vraiment pertinent. Donc, voilà, une fois qu'on y a goûté, on n'a pas envie de revenir en arrière. Et je te passe la parole pour la fin, Jérémy. Alors, vos next steps, si vous voulez vous lancer, nos recommandations, c'est d'identifier un use case sur un scope un peu restreint, sur quelque chose qui a un périmètre qui est important pour vous, mais pas très très large, pour vraiment essayer sur un périmètre et pas prendre trop de risques. Généralement, ce qu'on recommande, c'est plutôt du rétro-engineering, c'est-à-dire prendre une code base et essayer de comprendre comment elle est construite
et d'avoir une documentation sur la manière dont elle est construite, ou une migration d'une techno vers une autre, une librairie qui a changé, passer de Java 8 vers du Java 21, ce genre de petites expérimentations qu'on fait relativement facilement en tant que développeur, mais qui permettent de s'approprier l'outil. La deuxième recommandation, c'est choisissez les bons outils. Ne partez pas sur des choses obscures, généralement. Les outils dont on entend parler, c'est de l'Anthropic, c'est du Gemini, du Klein ou du Cursor. Ça marche vraiment très très bien. Et choisissez l'outil en fonction aussi de votre contrainte, souveraineté ou pas. Trouvez le bon casting. On a eu le problème chez Octo, c'est qu'il y a des... Donc déjà, il y a des personnes qui sont pas très sensibles à l'IA, qui veulent pas vraiment y aller. Identifier plutôt les champions, les personnes motivées, qui ont un intérêt, qui se disent, bah tiens, moi, ça m'intéresse d'apprendre, de trouver de me former, cette nouvelle manière de travailler, parce que c'est vraiment une nouvelle manière de travailler, hein. Et plutôt des profils développeurs seniors, parce qu'il faut pour être capable de prendre un pas de recul et de challenger un peu ce qui est produit par l'intelligence artificielle. Et la dernière, c'est lancez-vous, expérimentez, itérez. Une fois que vous avez votre premier use case, vous aurez un résultat qui sera peut-être pas satisfaisant. Alors, il y a deux options. Soit vous repartez au début et vous recommencez pour améliorer votre prompt ou tirer de nouveaux apprentissages, ou alors changer de sujet pour changer de contexte et voir si ça vous apporte plus de valeur dans un autre cas d'utilisation. Et je crois qu'on est à la fin, il me semble. Nous sommes arrivés à la fin et je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Merci de nous avoir écoutés déjà. Merci beaucoup.